Bonjour à tous, ceci est mon ex-boîtier, ceci est mon nouveau boîtier. À savoir que ceci c'est mon ex 5R, donc de chez Sony, qui est un vieux boîtier de 2010 environ, que j'ai acheté donc pas trop cher, mais qui est un petit boîtier APS-C qui m'a permis de tourner jusqu'à présent toutes les vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne, boîtier ultra compact, et je viens de faire l'acquisition de ce nouveau Alpha 7C, toujours de chez Sony, un boîtier que vous voyez beaucoup plus gros, qui reste quand même le plus compact de la gamme plein format de Sony, mais qui est quand même largement beaucoup plus gros, et qui va maintenant remplacer ce boîtier-là, en tout cas pour tous les plans principaux, qui va me permettre enfin, je l'espère en tout cas, de tourner des plans plus stabilisés, et probablement aussi avec un meilleur autofocus, puisque je me filme moi-même, et donc j'ai besoin d'une caméra avec un très bon autofocus. Dans cette vidéo, l'objectif ça va pas être de tester le Sony Alpha 7C, puisqu'il y a beaucoup de chaînes et de sites spécialisés dans la photo et dans la vidéo, donc vous pourrez trouver ces informations-là un petit peu partout. Moi, mon objectif, c'est de vous expliquer plutôt à titre personnel pourquoi j'ai retenu l'Alpha 7C pour cette chaîne et pour mon usage personnel. Donc pourquoi j'ai retenu ce produit-là, pourquoi c'était le produit qui me faisait envie, qu'est-ce que je trouve dommage sur ce produit-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de limitations, enfin il y a quelques limitations qui me refroidissait à en faire l'acquisition. Et puis bah là ça fait quelques temps que je l'utilise, que je l'ai essayé, et j'en suis très content. Et donc je vais essayer de vous expliquer ce qui me plaît aussi sur cet appareil-là et pourquoi je suis satisfait de mon achat, mais aussi quels sont du coup les frais que je vais avoir. Une des futures sources de frais que je vais avoir, c'est évidemment les objectifs. Ici j'ai monté dessus mon Tamron 18-200, qui est probablement un des objectifs les plus incohérents à mettre sur ce boîtier-là. D'une part parce que c'est un boîtier qui est avec un capteur plein format et c'est un objectif qui est APS-C, donc qui n'exploite pas la taille du capteur du boîtier, et aussi parce que c'est un objectif qui est très peu compact, c'est un téléobjectif, et ici on est sur du boîtier à tendance nomade, donc très compact, très ramassé, et donc l'idée c'est pas d'y mettre des très gros objectifs dessus, même si on peut. Voilà, on va un peu à l'encontre de l'idée principale de ce boîtier. Mais je trouvais ça rigolo, et puis de toute façon, j'ai pas une gamme d'objectifs non plus chez moi extrêmement variée. Je pense que je vais partir avec ce petit objectif-là, puisque j'ai pas d'objectif kit avec ce boîtier-là. Donc en attendant, j'ai pas d'objectif plein format, donc il faudra que je fasse avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, entre autres, ce sont ces deux objectifs-là, donc je démarrerai avec ça. Avant de vous expliquer dans le détail pourquoi j'ai retenu ce produit-là en particulier, on va faire un petit déballage, donc on va revenir au moment où cet appareil était encore dans sa boîte, je vais le déballer avec vous, vous expliquer grossièrement deux, trois petites caractéristiques du produit, comme ça vous aurez une meilleure idée du conditionnement dans lequel il arrive et des accessoires qui sont livrés avec. On part sur le déballage de l'Alpha 7C, donc comme vous pouvez le voir, ce produit est neuf, il est encore sous scellé, il est donc tout neuf, il vient directement d'Amazon. Pour ce type de produit, alors c'est vrai aussi avec énormément d'autres produits, hein, vous pouvez faire le choix du neuf, du reconditionné ou de l'occasion. Pour les appareils photo, faites attention, c'est quand même assez critique. Il y a ce qu'on appelle le marché gris. Le marché gris, c'est des pièces d'importation qui n'ont pas d'égalité quelque part sur le marché où vous l'achetez. Donc c'est possible de l'obtenir moins cher que le prix où je l'ai acheté. Mais ensuite, vous avez des difficultés à obtenir un SAV, par exemple, puisque le numéro de série de l'appareil n'est pas reconnu sur en France, par exemple, puisque moi je suis en l'occurrence français. Et puis pour l'occasion, c'est des produits qui peuvent être fortement sollicités, ça dépend, si vous connaissez la personne, pourquoi pas, mais qu'avec des petites annonces, etc., c'est toujours compliqué de se faire une bonne idée de pourquoi exactement la personne revend l'appareil. Est-ce que c'est juste parce qu'elle passe à autre chose, ou est-ce que derrière il n'y a pas une embrouille, un produit qui aurait été refusé en SAV ou autre, et du coup vous héritez d'un produit peut-être éventuellement défectueux. En tout cas moi je voulais pas prendre ce risque-là, donc j'ai fait le choix du neuf. Sur certains autres produits, il n'y a pas de souci, j'achète du reconditionné ou de l'occasion, mais là-dessus je voulais pas prendre de risque, et je l'ai acheté neuf. Vous voyez ici que c'est un appareil qui est avec une monture E, donc c'est la monture spécifique Sony. Alors après ça, les objectifs existent en deux variantes, les E et les FE, en fonction de si on est full frame ou standard. Je vous montrerai, c'est lié à la taille du capteur qui est là. Donc ici c'est un capteur full frame, donc 35 mm, donc c'est des équivalents en termes de taille des vieilles pellicules 24-36, donc ça vous permet d'avoir un capteur qui capte beaucoup mieux, donc ça à nouveau j'expliquerai un tout petit peu plus tard, mais qui capte beaucoup mieux en basse luminosité, puisque par exemple il a un capteur plus grand, mais qui permet aussi d'avoir des bokeh plus intéressants, et avec donc des profondeurs qui sont plus intéressantes, qui sont plus exploitables qu'un capteur de plus petit format, sur lequel il est possible de faire des choses, mais pas forcément d'aussi bonne qualité. Donc il existe toute une gamme d'accessoires qui sont disponibles avec cet appareil-là, et malheureusement, va falloir que je continue à mettre la main au porte-monnaie, et c'est pour ça que ça coûte très très cher de faire des upgrades de ce type-là, parce qu'il n'y a pas que le boîtier en lui-même que vous devez acheter, mais vous devez aussi renouveler
quelques-uns de vos accessoires. Et les accessoires sont listés ici, donc en particulier, vous avez, alors ce qui est plus vraiment la nouvelle batterie Sony, puisqu'elle est déjà en activité depuis quelques années, mais en tout cas vous avez la nouvelle génération de batterie Sony, donc ça oblige à changer en particulier le chargeur, parce que sinon il faudra charger directement avec la batterie dans le boîtier en USB-C, donc ça c'est plutôt pratique. Par contre il est standard en termes de griffe flash et compagnie, donc là vous pouvez utiliser des produits standards du marché. Il a aussi la possibilité d'avoir des télécommandes à distance, donc vous avez des produits aussi spécifiques Sony, que vous pouvez fixer, en particulier ici le Shooting Grip, qui est un petit produit avec une petite gâchette comme ça, avec des boutons, qui vous permet de le fixer pour vlogger, donc pour faire des blogs vidéo, directement comme ça en tenant l'appareil à bout de bras. Les caractéristiques principales, je vais juste lister ici, puisque c'est celles qui sont mises en avant sur l'arrière ici du produit, comme ça vous saurez tout. 24,2 mégapixels, donc c'est on va dire sur le haut du panier. De toute façon, au-delà de 14-16 mégapixels, déjà vous pouvez faire des choses très intéressantes en termes d'agrandissement. Sur du 24 mégapixels, vous êtes tranquille. Sauf si vous voulez vraiment faire des choses très particulières avec des 24 millions de pixels, vous pouvez quand même agrandir pas mal. Plage ISO 100 jusqu'à 51 000, alors évidemment on va pas toujours jusqu'à aussi haut que ça, puisque ça commence à bruiter pas mal, mais c'est quand même des capteurs qui sont exploitables, en tout cas sur des plages ISO assez élevées, donc qui ne bruitent pas trop vite, donc ça c'est intéressant. Un autofocus ultra performant, donc ici indiqué avec 693 détections de phase, en tout cas un autofocus quasiment, peut-être pas ce qui fait le mieux, mais quasiment ce qui se fait le mieux sur le marché. C'est vraiment un très très bon autofocus, et c'est entre autres pour ça que je l'ai retenu. L'autofocus aussi en temps réel sur des indicateurs comme les yeux, donc pouvoir avoir un suivi de l'œil, mais aussi d'autres du visage, etc. en temps réel, et de manière extrêmement efficace. Vous avez aussi une stabilisation boîtier 5 axes, donc le Steady Shot. Par contre attention, comme c'est un boîtier, alors ça a beau être un boîtier de la gamme Alpha 7, c'est un boîtier qui est ultra compact par rapport aux autres boîtiers Alpha 7, et donc forcément comme il est compact, le capteur qui fait la même taille peut bouger un petit peu moins dans les trois axes, et donc forcément vous allez avoir une stabilisation un tout petit peu en retrait que les Alpha 7S, Alpha 7R et Alpha 7. Mais bon, vous aurez quand même une très bonne stabilisation 5 axes existante, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir des jacks pour microphone et écouteurs, donc à la fois pour faire un suivi de ce que vous enregistrez, mais aussi pour avoir une prise d'enregistrement externe. Il est évidemment Wi-Fi, il est aussi NFC si vous voulez faire l'appairage initial, il a la capacité d'enregistrer en 4K, donc ça je vous remontrerai un petit peu après, 4K mais avec des limitations, en particulier sur le nombre d'images secondes, donc c'est 25-30 images secondes, sinon il filme en 1080p évidemment. Format XAVC S, et puis il y a d'autres formats qui sont supportés. Il est Bluetooth, il a un petit viseur OLED intégré, lecteur de carte SD, port USB-C, et puis HDMI. Voilà pour les caractéristiques techniques, et puis je vous montre ici, vous avez la description de l'appareil. Donc son modèle exact c'est l'ILCE7C, donc qui est le numéro Sony, enfin la référence Sony pour cet appareil-là. Il faut savoir qu'il existe en deux couleurs, qui sont noires ou noir argenté, avec le haut donc argenté, qui est très joli, qui fait rétro. Moi j'aimais moins, et puis en plus de toute façon le prix était plus intéressant pour moi en tout cas sur la version noire, et comme c'est la version que j'aime, autant prendre celle-ci. Et enfin pour finir, c'est bien une caméra, donc un appareil qui est dans la catégorie des appareils photo à objectif interchangeable, donc c'est pas un réflexe, il a pas la visée réflexe avec le miroir, c'est bien une catégorie à part. C'est ce qui s'appelle les compacts à objectifs interchangeables, sauf que celui-là il est un petit peu moins compact puisqu'il est quand même à capteur plein format. Donc j'y vais, je déballe, et puis comme ça on va voir ensemble à quoi ça ressemble, puisque mine de rien ça fait quelques jours que je l'ai commandé, et j'ai toujours pas vu ce qu'il y a dans ce carton. Donc on y va. Donc première chose, vous avez une garantie étendue si vous enregistrez votre produit chez Sony. Donc par défaut, c'est une garantie standard de 2 ans, garantie contractuelle européenne, 1 an chez Sony, 1 an revendeur. Vous avez la possibilité d'étendre cette garantie-là. Attention, ça finit au 31 janvier 2020, donc je sais pas, après ça, ce sera reconduit. Et puis vous avez des réductions aussi sur la boutique Sony, mais la boutique Sony étant plus chère qu'ailleurs, c'est pas forcément toujours très intéressant. Alors si on ouvre, on a le certificat de garantie évidemment européen, quelques guides de référence, manuels et compagnie. De toute façon ça on fera le tour rapidement du produit, la gamme des accessoires qui est maintenant directement sur le site, parce qu'il y a de toute façon maintenant énormément de matériel compatible Sony, donc ils peuvent plus vous faire la liste sur un petit prospectus. C'est vraiment devenu une gamme très riche, la gamme Sony. Et puis ensuite vous avez le manuel rapide qui vous explique comment faire fonctionner ce produit, que vous pouvez compléter avec les aides en ligne, vidéo et autres, directement sur le site Sony. Et on attaque donc la partie importante du produit. Alors, il y a quand même une indication ici qui est importante, on vous dit bien que à l'utilisation, ce produit chauffe, et que c'est normal.
C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris cet appareil-là, c'est parce que même s'il chauffe, actuellement dans aucun test, en tout cas aucun test n'a montré que le produit s'arrête au bout d'un certain temps parce qu'il surchauffe, et donc on peut enregistrer quasiment en continu, sans interruption, si ce n'est évidemment le stockage qu'on utilise. Donc c'est ce que je voulais, parce que sur mon appareil existant, celui que j'ai là qui enregistre, j'ai sans cesse des interruptions par surchauffe, donc c'était ce que je voulais éviter. Ici, la sangle qui va donc autour du cou en général, qui est au coloris de l'Alpha 7C, donc c'est bien écrit Alpha 7C, Sony, et puis vous avez ici les couleurs orange spécifiques Sony. Alors c'est pas non plus du très haut de gamme, mais ça vous suffit largement pour accrocher votre appareil autour du cou. Donc ici vous avez la batterie de nouvelle génération. Alors cette batterie là c'est aussi un des critères d'achat de cet appareil là, puisque c'est une batterie qui va fournir énormément d'autonomie, que ce soit en mode photo, mais surtout, et ce qui m'intéresse le plus, en mode vidéo. Par rapport aux batteries d'ancienne génération Sony, c'est le jour et la nuit, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de batterie Sony, et puis j'en rachèterai de toute façon une autre, pour pouvoir avoir une meilleure autonomie. Et puis vous avez ici l'adaptateur secteur donc secteur on le voit ici, vers USB, donc pour pouvoir charger l'appareil directement sur secteur. Donc en dessous ici, vous avez évidemment le câble de charge, qui est un câble au format anglais, et puis vous avez la version aussi française, donc avec les deux broches, donc qui vous permettra donc de mettre en charge le produit en USB. Le boîtier est directement ici, donc je vais le laisser de côté pour l'instant, on verra juste après. Je vais finir avec la boîte. Donc il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Ce qui reste ici dans le carton, c'est le câble, qui est un câble USB-C vers USB type A. Alors c'est un vrai câble data, on le voit ici, il est bleu, il est épais, il est solide. Vous pourrez l'utiliser aussi pour vos transferts vidéo, vos transferts de photos. C'est pas juste un câble de charge, hein, Sony a bien fait les choses, c'est aussi un câble de transfert, et donc c'est un vrai câble USB de qualité. Reste maintenant à déballer le plus important, à savoir l'appareil photo. Et donc là, celui-là, je peux vous dire que je l'attends depuis pas mal de temps pour pouvoir remplacer la caméra qui filme en ce moment, et essayer d'avoir quelque chose de plus pratique et de moins limitant. Et donc voilà mon nouveau boîtier. Alors déjà je peux vous dire c'est un énorme boîtier, hein, par rapport à ce que j'avais avant. Évidemment c'est beaucoup moins compact, mais ça reste quand même très compact par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, puisque c'est quand même du plein format. Donc c'est quand même dedans on a un capteur, je vais vous montrer très rapidement, je vais éviter quand même de lui faire prendre la poussière, mais vous avez un capteur qu'on voit ici de très très grande dimension. Donc ça c'est ce qui permet d'avoir vraiment une qualité optique derrière de qualité. Alors il faut évidemment avoir aussi des objectifs qui vont bien, mais si vous avez les objectifs qui suivent, avec un capteur comme ça, vous avez quand même un capteur qui est très lumineux et qui vous permettra d'avoir des profondeurs, enfin des capacités créatives en tout cas qui sont très intéressantes, en gérant bien la profondeur de champ. J'enregistre aussi le tout premier démarrage de ce boîtier, puisque ça peut être intéressant si par la suite il y a des choses qui ne s'affichent plus, comme ça je pourrais vous montrer. Au passage, j'ai mis sur l'écran une protection d'écran, je vous conseille, ça coûte pas si cher que ça, c'est 10 € à peu près, les 3 protections d'écran comme ça en verre trempé. Moi j'ai utilisé, alors je vous mettrai de toute façon le lien Amazon, j'ai pris celle de Comet, qui doivent être des protections assez génériques, mais qui vont vraiment très bien, et surtout comme l'écran est rabattable, hein, je vous rappelle qu'on peut rabattre comme ça l'écran contre l'intérieur du boîtier, la protection ne gêne pas, donc permet toujours de fermer l'écran. Donc c'était ce que je voulais, donc c'est très bien, c'est parfait. Et du coup voilà, j'ai une protection d'écran qui normalement ne change en rien la sensibilité tactile de tout ça. Donc la première mise en route, on a ici le petit bouton, c'est standard hein, chez Sony, le petit bouton d'ouverture de trappe à batterie. Donc on prend la batterie, on la met dedans, donc la batterie nouvelle génération se met dans ce sens-là, on appuie et on referme le capot. Si on doit sortir la batterie, vous avez en plus ici le petit téton violet, vous appuyez, c'est sur ressort, et la batterie, donc en général on le fait dans l'autre sens, hein, mais la batterie sort de toute façon toute seule, et vous pouvez la reprendre facilement. Pour mettre en route, vous avez ici le bouton donc, qui permet de prendre des photos, contrairement au bouton ici qui est spécifique pour l'enregistrement vidéo. Donc vous avez ici la petite molette que vous activez, et normalement, si tout va bien, le boîtier va s'allumer. Donc on me demande déjà la langue, donc je vais le mettre évidemment en français dans mon cas de figure. Donc très joli pour choisir le fuseau horaire, ici je choisis donc évidemment Berlin-Paris. Hop, donc entrée, format de date, jour, mois, année, c'est très bien, je fais entrée. Voilà, donc là j'ai pas mis d'objectif, mais l'appareil est opérationnel, donc il a l'air d'être prêt à fonctionner, donc maintenant c'est bon, je vais pouvoir me lancer et puis commencer à prendre quelques clichés.
Je vais vous faire le tour du propriétaire du boîtier. Évidemment, je vais pas rentrer dans les détails ni en termes de conception technique, ni en termes de menu, parce que sinon on est parti sur une vidéo d'une heure et demie, 2 heures, sachant que là, il va y avoir au moins 30 à 40 minutes de vidéo, et ça risque déjà d'être long pour certains. Donc je vais rester synthétique, mais évidemment, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je vous donne plus de détails, vous me le dites en commentaire, et si jamais vous êtes assez nombreux, bah, je ferai une deuxième partie, où je vous explique tout ça plus dans le détail. Donc c'est un boîtier qui est... alors il est décrit, en tout cas par la presse, par les différents testeurs et tout ça, il est décrit comme compact et léger. On est bien d'accord que ça, c'est compact et léger. Ça, c'est un peu compact et un peu léger. C'est-à-dire que si vous êtes débutant dans le domaine, si vous vous lancez dans la photographie, soit vous avez connu les vieux boîtiers 24-36, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être, vous trouverez ça compact et léger. Mais si vous êtes photographe déjà, en tout cas photographe amateur au moins, et que vous avez plutôt l'habitude de ces petits boîtiers APS-C ou micro 4 tiers beaucoup plus compacts et beaucoup plus légers forcément, ça va vous faire un choc. C'est un boîtier quand même plein format, donc il garde des caractéristiques du plein format, à savoir quand même un boîtier plus encombrant et plus lourd. Cependant, pour un boîtier plein format, il faut quand même reconnaître qu'il est plutôt léger, plutôt compact. Je vous mettrai en incrustation quelque part à l'écran le poids exact et les dimensions exactes, puisque je les connais pas, sachant que les dimensions, faites attention, le type d'objectif que vous allez mettre dessus va le rendre plus ou moins compact, mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour du plein format, effectivement on est quand même sur un poids relativement léger et des tailles raisonnables, même si voilà, ça se rentre pas dans une poche très facilement, et on sent quand même le poids en main. Alors au niveau de la conception du boîtier, on reste quand même sur quelque part sur des conceptions assez haut de gamme, puisque surtout dans sa gamme Alpha 7, Sony fait pas vraiment du bas de gamme. Hein. Sony est pas comme certains constructeurs d'appareils photo, c'est-à-dire ils déclinent pas on va dire une même conception technologique en différents finitions, en bridant quelque part logiciellement. Donc en gros, tout ça pour dire, il n'y a pas 15 déclinaisons d'un Alpha 7C et tout ça. Ce qu'ils vous proposent, c'est vraiment une conception intelligente pour un objectif. Et cet objectif-là, c'est la capacité du plein format pour des blogueurs, pour des vlogueurs, et aussi pour des gens qui sont extrêmement nomades et qui ont besoin de quelque chose de très transportable. Donc c'est un boîtier sur base magnésium, alors je crois pas qu'il soit intégralement magnésium, c'est un boîtier quand même assez solide, en tout cas robuste en termes de conception. Il est aussi tropicalisé, et ça fait une grosse différence par rapport à beaucoup de boîtiers. Tropicalisé, ça veut pas dire étanche, mais ça veut dire que si par exemple je vous ouvre quelques trappes ici pour vous montrer, je vais vous montrer, on va commencer par ça, les connectiques, et bien vous avez sur chacune des ouvertures ici, vous avez des petits joints périphériques, et vous avez des trappes qui viennent refermer les connecteurs, donc si vous avez, on va dire, une pluie fine, ou éventuellement une forte humidité à l'endroit où vous prenez des photos, eh bien normalement votre appareil ne devrait pas en souffrir. Alors en termes de connectique, on a tout ce qu'il faut. Vous avez la sortie casque, vous avez la prise ici USB-C. Alors c'est pas décrit comme de l'USB-C Power Delivery. En même temps, vous pouvez l'utiliser et pour recharger la batterie intégrée et pour alimenter le boîtier. Si vous faites par exemple une alimentation constante, que vous filmez ou que vous faites de la photo studio, vous pouvez le laisser ici. Cependant, contrairement à d'autres modèles d'Alpha 7, il n'a pas l'air d'être Power Delivery. Il a l'air de toujours continuer à consommer un petit peu de batterie, malgré le fait qu'il soit alimenté en USB. En tout cas, la position du port USB est bien pensée. Si je vous fais un exemple ici, et que je branche le connecteur USB-C, vous allez voir que je peux quand même sortir l'écran, et que je peux même, un petit peu évidemment, dans certaines mesures, je peux l'incliner. La prise va gêner, forcément, mais la prise gêne dans une moindre mesure. Ça montre que, contrairement au précédent modèle Sony, ce modèle-ci a été mieux pensé, dans le sens où les prises ont été mises à des endroits où ça ne gêne pas pour l'écran. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Donc vous avez aussi une sortie HDMI, qui est une sortie HDMI qui est dite propre, c'est-à-dire que vous pouvez mettre dessus un enregistreur et enregistrer en externe ce que le boîtier est capable de filmer. Vous avez un lecteur de cartes SD, donc ici moi j'ai une extrême, j'ai aussi des cartes extrême pro, etc. Donc des cartes de qualité, puisqu'ils montent quand même, pour les besoins des rafales, ils montent quand même, il y a des besoins de grande vitesse. Alors par contre, vous n'avez qu'un lecteur de cartes SD, vous n'en avez pas deux. On n'est pas sur de la gamme pro ou semi-pro, ici on est vraiment sur de la gamme amateur éclairé, on va dire, ou second boîtier pour un pro. Donc il fallait bien renier à certains endroits pour gagner de la place déjà dans le boîtier, puis gagner un petit peu aussi au niveau du prix. Et donc il n'y a pas le double lecteur SD, mais je pense que pour la majorité des usages, c'est pas grave. Si vous êtes pro, vous savez pourquoi le double SD est important, mais en tant qu'amateur, c'est assez peu courant en fait qu'on ait des problèmes de carte SD, et si vous déchargez régulièrement le contenu de vos cartes SD, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. En haut ici, vous avez le connecteur micro
donc format 3 mm 5, et puis le petit connecteur power pour le micro. Les clapets en eux-mêmes sont en soi une innovation, puisque dans la gamme Sony, c'est des meilleurs clapets qui existent, hein. C'est des petits clapets comme ça charnières, avec en plus un ressort pour les ouvrir, le petit bouton ici pour le maintenir fermé. Ils sont vraiment très bien ces clapets. C'est probablement sur la gamme Alpha, d'ailleurs Alpha 7, mais probablement les meilleurs clapets qu'on trouve actuellement sur des boîtiers comme ça Sony. Ce qui est super intéressant ici, c'est que la vis filetée est pile dans l'alignement de l'optique. Et il y a beaucoup de boîtiers compacts qui font la passe là-dessus, qui décalent et tout ça, et ça peut être problématique, alors déjà par exemple sur un gimbal pour l'équilibrer, mais aussi dans d'autres usages où vous avez du coup l'optique qui est décalée par rapport à l'endroit où vous fixez votre appareil, ce qui est un petit peu gênant. L'autre chose qui est aussi hyper intéressante, c'est que la trappe à pile ici est décalée de l'endroit où vous fixez votre trépied. Et ça aussi c'est hyper important, puisque ça vous permet, dans la majorité des cas, de changer la batterie sans avoir besoin de démonter votre trépied. Donc c'est une très bonne chose, et c'est encore une fois très bien pensé de la part de Sony. On a vu le côté gauche, on a vu le dessous. Le côté droit, vous avez ici le petit logo NFC. C'est l'endroit où vous allez appairer votre smartphone. Si j'y pense, je vous montrerai aussi comment ça marche avec un smartphone, puisque vous pouvez avoir les commandes à distance sur smartphone, c'est plutôt pas mal. Pour le dessus, vous avez ici le petit cache à enlever, et vous avez une griffe flash standard. Alors standard avec en plus la connectique Sony. Donc si vous voulez y mettre des accessoires Sony, vous pouvez. Le petit cache, lui, permet de faire l'étanchéité et de protéger le sabot quelque part pour pas que la connectique dedans soit abîmée. Le sélecteur de mode, en particulier, vous avez le mode programme, le mode auto, le mode priorité ouverture, priorité exposition, manuel, le mode vidéo, et puis vous avez aussi d'autres petits modes comme ça personnalisables. Vous avez le bouton de déclenchement, alors le bouton de déclenchement qui est vraiment bien, hein, par rapport à d'autres produits, alors que j'ai pu essayer comme ça vite fait, mais des produits Alpha 7, ce bouton-là a dû être fait, et surtout le bouton on-off ici est extrêmement résistant, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de faux déclenchement dans un sac ou autre, vous n'allez pas allumer par mégarde votre appareil, il y a vraiment une résistance importante ici à la mise en route. Vous avez le bouton dédié pour la vidéo que vous pouvez reprogrammer si nécessaire, la correction d'exposition manuelle, sur le dessus, et sur le dessus aussi, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez ici les deux petits trous qu'on voit là, c'est les haut-parleurs, et ce qu'on voit là ici, c'est si vous avez besoin de faire des mesures précises, c'est l'endroit exact où se trouve votre capteur. Donc ça vous permet de savoir, comme ça, de faire des mesures, soit par rapport à votre sujet, soit par rapport à votre optique, pour faire des calculs. Donc c'est à cet endroit-là exactement qu'il faut mesurer. Sur le derrière, vous avez le viseur OLED avec détection de proximité. Donc dès que vous approchez l'œil du viseur OLED, l'écran va s'éteindre. La correction ici pour les porteurs de lunettes, correction dioptrique, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas la correction pour bien voir net dans le viseur. Alors il y a beaucoup de gens partout qui disent que ce viseur est une horreur. Honnêtement, c'est le viseur du 6600. Alors pour cette gamme de prix, c'est sûr qu'on s'attendrait peut-être à une montée en gamme en termes de viseur, mais maintenant c'est pas non plus une horreur. Je pense que l'objectif sur ce type de... Enfin l'objectif... La cible de ce type de boîtier n'est pas un photographe, mais plutôt blogueur, vlogueur. Il y a vraiment une destination vidéo à ce boîtier-là. Et donc, je pense qu'ils ont décidé de pas monter en gamme sur le viseur pour mettre en avant d'autres choses qui ont aussi un coût. Et si on fait tout évoluer, forcément on se retrouve au prix de l'Alpha 7.3 et compagnie, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à cet Alpha 7C, par la compacité. Mais honnêtement, le viseur est exploitable. En général, le viseur, dans ce type d'appareil, vous l'utilisez exclusivement en cas de très forte luminosité, si vous avez vraiment besoin de bien voir ce qui se passe, et que votre écran externe ne vous suffit plus, vous regardez directement dans le viseur. Il y a d'autres scénarios évidemment, mais bon voilà. Moi je trouve qu'il est suffisant. Maintenant, bon, j'ai pas non plus une utilisation approfondie de ce boîtier-là, mais bon, toujours est-il que je considère qu'il est quand même relativement qualitatif, c'est pas non plus une horreur, même s'il existe évidemment mieux. Par contre, sur l'arrière du boîtier, vous voyez qu'on est quasiment à l'ergonomie de mon vieux NEC 5R, on n'a pas beaucoup de boutons en plus, donc moi je suis pas déçu, c'est exactement ce dont j'ai l'habitude en termes de boutons, etc. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude soit d'un réflexe, soit d'un boîtier un peu plus haut de gamme, il va pas retrouver ces boutons custom, etc. Il n'y a pas. Donc là, je comprends qu'il puisse être déçu. Toujours est-il que vous avez l'écran. Alors l'écran, il est pas extraordinaire dans le sens où ça doit être l'écran du ZV1 de Sony. C'est un écran assez standard en fait, mais par contre, il a les capacités
qu'on a maintenant chez Sony, donc vous pouvez à la fois le retourner, vous pouvez vraiment le mettre en tant que blogueur, donc vous pouvez le mettre comme ça. Alors moi ça m'arrange pas trop, il est du mauvais côté du boîtier en fait pour mon usage personnel, mais je peux le retourner, et c'est toujours bien d'avoir un retour vidéo, même si le retour vidéo est pas très visible dans mon cas de figure personnel. Et puis évidemment, quand vous le mettez comme ça, vous pouvez l'orienter vers le haut ou vers le bas, donc si vous êtes en concert, vous pouvez tenir l'appareil au-dessus de vous à bout de bras, vous verrez quand même correctement ce que vous êtes en train de filmer. Donc franchement, l'écran est vraiment bien. Pour le prix, pour le budget, il est bien conçu et bien dimensionné, on va dire. Maintenant, attention, moi j'ai mis protection d'écran, je peux que vous conseiller de bien le protéger. Ce sont des pièces qui peuvent facilement être endommagées. C'est dommage sur un boîtier à ce prix-là de pas avoir une petite protection, c'est toujours plus rassurant. Côté bouton, vous avez l'appel d'autofocus, donc qui va avec l'illuminateur qui est devant, mais ça, on va en reparler dans un instant. Donc c'est exactement pareil que la mi-pression sur le bouton de déclenchement si vous le gardez. C'est des choses dont sont habitués les photographes, donc c'est bien de le retrouver là. Puis en plus, l'ergonomie est top. Franchement, les deux, il y en a un qui tombe sur le pouce, l'autre sous l'index. C'est parfait. Le bouton fonction, qui va être votre meilleur ami. Je vais vous montrer dans un instant comment il marche. La molette ici, qui sert aussi de pavé directionnel, avec le bouton au milieu qui est le bouton de validation. Bouton ici de déclenchement pour le Media Player, je sais pas comment l'appeler. Et puis un bouton ici supplémentaire, qui sert entre autres pour supprimer le dernier cliché. Vous avez enfin ici la molette, qui est évidemment configurable. Cette molette, moi, en priorité ouverture, je l'utilise évidemment pour gérer mon ouverture. Tout ça, vous pouvez le configurer, je vous montrerai dans les menus, c'est quasiment la seule chose que je vais vous montrer, je vous montrerai qu'on peut reconfigurer tout ça. Sur le devant, donc vous avez la torche d'illumination donc pour l'aide à l'autofocus, vous avez les deux micros, donc qui sont ici, à gauche et à droite. Alors les deux micros ont la capacité en plus de réduire le bruit du vent, donc ça peut être intéressant. Et puis ici là, vous avez le bouton pour débrayer, enfin je sais pas comment dire, enlever en fait votre objectif. Et dedans vous avez donc le capteur plein format que j'évite de laisser exposer trop souvent à l'air libre parce que sinon après ça faut lui passer un petit coup de soufflette. Voilà, donc là on a vu l'essentiel des fonctionnalités matérielles de ce produit, maintenant je vais le mettre sous tension, et puis je vais vous montrer 2-3 petits trucs au niveau logiciel. Alors évidemment, je suis pas en train de cibler quelque chose, donc que je mette ou pas mon cache objectif, vous verrez pas grand chose. En tout cas, moi je l'ai configuré à ma convenance, donc ici avec le bouton display, je peux faire changer ce qui s'affiche à l'écran, donc j'ai soit uniquement des informations techniques, et dans ce cas-là ça veut dire que vous basculez sur la vision optique, donc le viseur OLED, enfin optique, ça reste un écran, hein, c'est branché sur le capteur, en tout cas vous visez avec le viseur OLED et vous avez ici toutes les informations nécessaires, et puis sinon l'écran vous sert aussi à viser. Donc si je vous enlève ici le cache, vous voyez qu'on peut avoir différentes informations. Tout ça c'est réglable, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire afficher, et vous pouvez aussi le faire changer en fonction de si vous êtes en mode photo ou en mode vidéo. Évidemment, moi ici je suis en mode photo, puisque je suis en priorité ouverture. Si je vous montre aussi le viseur OLED, alors vous le verrez à peine, mais je vais faire éteindre l'écran, et je sais pas si mon smartphone arrivera à filmer, mais normalement vous devriez voir dans le viseur une image. Voilà, et puis ensuite donc vous avez le bouton ici d'autofocus, donc qui va permettre de déclencher l'autofocus. On voit ici le bouton d'autofocus qui se déclenche, qui est la même chose en fait que faire un déclenchement à mi-parcours sur le bouton ici de déclenchement. Mais ensuite vous pouvez aussi débrayer, enlever le déclenchement à mi-parcours, et avoir ici le focus, alors assisté mais manuel, c'est vous qui déclenchez la mise au point, et ensuite la prise de vue, et vous pouvez décorréler les deux, et les deux boutons sont vraiment top, hein, ils sont bien situés, bien placés. Si vous êtes photographe, vous allez forcément vous y retrouver avec ces deux boutons-là. Ils sont vraiment bien conçus et voilà, c'est un vrai boîtier photo pour le coup, puisque vous pouvez retrouver vos habitudes de photo. Là où vous n'allez pas retrouver vos habitudes, c'est sur les réglages rapides, puisque vous n'avez pas de bouton custom, donc le seul moyen de vous en sortir, c'est de faire fonction. Et là, vous allez avoir tous vos réglages et vous vous déplacez comme ça avec le menu, donc avec la petite roulette qui est là, donc en l'utilisant en tant que pavé. Donc si par exemple vous voulez passer en bracketing, vous allez sur entraînement, soit vous tournez comme ça avec la petite molette et vous passez sur votre mode bracketing, vous faites OK, et là je viens d'activer le bracketing, soit autre possibilité, vous faites OK comme ça, puis vous allez dans le menu, et puis vous allez à l'endroit où vous voulez. Donc par exemple si vous voulez passer en rafale, vous pouvez passer rapidement en rafale. Moi honnêtement, j'ai l'habitude, j'ai jamais eu de bouton custom, en tout cas sur ce boîtier-là, j'ai pas de bouton custom, je m'en sors très bien. Vous pouvez tout régler, que ce soit les montées en ISO, la balance des blancs, les choses comme ça, vous avez tout qui est accessible, c'est configurable.
Pour moi, ça suffit largement. Maintenant, si vous avez des habitudes de photographe et que vous avez le bouton custom sous le pouce, évidemment, ou des molettes supplémentaires, évidemment, vous n'allez pas vous y retrouver. Si vous avez une molette, par exemple, sur l'index, et une molette ici sur le pouce, bah, là, vous n'avez pas la molette d'index, donc voilà, vous allez un petit peu râler. Mais je vous dis, c'est pas un boîtier principal, c'est un boîtier qui est censé être un second boîtier, ou un boîtier de vlog, donc faut pas s'attendre à avoir tout non plus de présent dessus. Si ces modes-là ne vous suffisent pas, bah vous avez le bouton menu. Alors le bouton menu, c'est une horreur. Pourquoi ? Parce que déjà il faut aller le chercher, donc c'est pas très pratique. Vous voyez, si je continue à tenir mon boîtier comme ça, le bouton menu est situé extrêmement loin. Et en plus, si vous rentrez par exemple ici dans un réglage et que vous voulez revenir en arrière, il faut aller appuyer sur le bouton menu. Et il est vraiment franchement loin. J'aurais aimé avoir un bouton ici, retour ou je sais pas quoi, peu importe où il était situé, pour pouvoir faire retour, parce que le bouton menu il est vraiment trop loin par rapport à mon usage. Il aurait été là, même à la limite, il aurait été beaucoup plus pratique. Là ou là, je ne sais pas. Ici, il n'est pas vraiment à sa place. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que cet écran, il a beau être tactile, c'est un écran de super belle qualité, tactile, mais les menus, c'est des anciens menus Sony, il n'y a pas la possibilité ici, de manière tactile, d'aller interagir avec les menus, donc il faudra se déplacer avec ici le pavé, donc soit en tournant, soit en se déplaçant, peu importe, mais il faudra utiliser le pavé tactile, sinon vous ne pourrez pas interagir avec l'écran. L'écran pour interagir avec, pour faire pour être en tactile, en fait c'est pour faire la mise au point. Donc vous appuyez comme ça sur l'écran, normalement vous voyez la zone de mise au point se décrire sur l'écran, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez pas aller plus loin que faire de la mise au point comme ça sur l'écran, sauf si Sony décide de faire une mise à jour sur ces boîtiers-là, ce que j'espère, avec les menus modernes de l'Alpha 7C. Mais honnêtement, hein, il faut l'acheter pour ce qu'il est, ce boîtier, et malheureusement, actuellement, il n'y a pas ce type de réglage, et on peut imaginer que jamais on ne pourra avoir du tactile complet sur ce boîtier-là. C'est dommage, mais je pense qu'il en restera là, malheureusement, le pauvre. Alors pour les menus, je vous l'ai dit, je rentre pas dans le détail, si je veux vous expliquer les menus d'un Alpha 7, même un Alpha 7C, il y en a pour 1 heure et demie de discussion, donc autrement dit, ça aurait aucun intérêt. Je vous montre juste qu'il y a ici l'espèce de chapitrage, donc les onglets importants pour pouvoir régler votre appareil. Donc vous avez la possibilité de régler la prise de vue, les modes d'enregistrement vidéo, la partie ici, alors je remonte d'un cran, la partie réseau, donc vous pouvez l'enregistrer en Wi-Fi, en Bluetooth, avec vos accessoires, si vous avez par exemple une perche Bluetooth, etc., ou d'autres accessoires Bluetooth, vous pouvez le configurer. La partie lecture pour protéger vos enregistrements, pour pas les écraser par mégarde, et des choses de ce type-là. Vous avez les réglages techniques du boîtier, dont la luminosité du viseur, les réglages du viseur OLED et compagnie, et puis la customisation. Alors une fois que vous avez choisi le premier menu, donc ici je suis dans le menu photo, on va dire, prise d'image, vous avez ensuite 14 sections de réglages, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu long, et vous voyez qu'on peut aller dans le menu, si par exemple vous voulez passer de RAW à JPEG, même si j'ai un réglage rapide dans mon menu à moi, vous voyez qu'on peut rentrer dedans, et puis comme ça changer le réglage. Bon, ça se fait bien, honnêtement, c'est des menus qui sont hyper pratiques à utiliser, qui sont pratiques à utiliser quand on les connaît. C'est-à-dire que quand on sait comment Sony a conçu le menu et a rangé les options, on s'y retrouve très bien à partir du moment où on est client, on va dire, du monde Sony. Tous les réglages, on les retrouve rapidement. Moi j'ai un cas particulier ici, j'ai activé le mode auto sur la PSC Super 35. Pourquoi ? Parce que j'ai des objectifs qui sont APS-C, donc j'ai besoin qu'ils supportent les objectifs donc non plein format, en même temps que les objectifs plein format pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Quand vous êtes utilisateur exclusif de monture FE, donc la monture E mais en full frame, dans ce cas-là vous pouvez éventuellement désactiver ce réglage-là, mais moi pour le moment ce sera pas encore mon cas. Je vous montre la customisation puisque c'est ce que je vous avais entre guillemets promis de vous montrer. Donc vous avez la possibilité de configurer le bouton display, donc on va mettre sur l'écran puisque c'est ce que je vous ai montré. Donc vous pouvez activer ou désactiver différents écrans prédéfinis qui vont basculer quand vous appuyez sur display, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est aussi le cas sur le viseur. Vous avez trois écrans. Ah non, j'en ai 2, plus ici, donc il y en a 5 en tout. Vous avez 5 écrans possibles pour votre viseur OLED, et donc vous pouvez configurer ce que le bouton display fait basculer, comme ça vous avez vraiment les menus dont vous avez besoin. C'est pas complètement customisable, mais ça reste quand même super intéressant. Et vous avez les touches perso, alors je vous montre en mode photo, et vous voyez les boutons qui sont personnalisables, donc vous avez le bouton d'AF, ici, qui est personnalisable, donc si vous êtes ici, vous rentrez ici, vous pouvez y mettre autre chose, si vous voulez y mettre autre chose, c'est plutôt intéressant. Si vous n'utilisez pas le bouton d'autofocus, on va dire comme un photographe, mais vous faites des déclenchements à mi-parcours, du coup ce bouton-là peut vous servir à autre chose.
donc pourquoi pas. Mais vous avez aussi les autres boutons qui sont configurables. Et ici, j'ai même pas réglé, je viens de me rendre compte que j'avais une touche perso que j'ai pas réglée, donc vous pouvez aussi régler cette touche-là. Bah, vous avez quand même des possibilités de configurer des trucs. Vous avez pas les touches C1, C2 qu'on peut trouver sur d'autres Alpha 7, mais c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez aussi reconfigurer la partie vidéo, et la partie vidéo, en fait, ce que ça fait, c'est que vous pouvez repersonnaliser tous les boutons, mais par défaut, il va piocher dans les configurations du mode photo. Donc comme ça vous permet d'avoir par défaut une configuration vidéo qui est conforme avec votre utilisation photo, mais si vous avez besoin de réglages différents en vidéo parce que vous avez une utilisation qui est spécifique en vidéo, vous pouvez aussi le faire. Ces gadgets, jusqu'au moment où on en a besoin et c'est utile, et ben c'est la prise de contrôle à distance du boîtier. Donc on peut, avec l'application donc Sony Imaging Edge, on peut piloter à distance ce boîtier-là, en Wi-Fi entre autres, sachant que ce boîtier peut aussi être piloté en Bluetooth, et puis avec des gimbals et des appareils, des accessoires compatibles. En particulier c'est le cas de ma gimbal, donc mon DJI Ronin SC. Vous pouvez voir la vidéo si ça vous intéresse. Je l'ai pas encore testé d'ailleurs avec directement ce boîtier-là, mais ça peut être intéressant à voir. Vous pouvez en tout cas directement coupler ce boîtier avec votre smartphone et donc le déclencher, le configurer et le déclencher à distance. Alors ce qu'on voit ici, c'est que le boîtier est en mode avion, donc il faut que je sorte du mode avion puisque je l'avais mis en mode avion. Donc on va dans le réglage réseau, mode avion, et puis je fais off. Donc là du coup je vais avoir le Wi-Fi qui va s'allumer. Donc je lance la connexion, Wi-Fi en attente. Donc là mon smartphone me demande si je veux accoupler les deux appareils, bah oui c'est le cas, donc je fais connexion. Voilà, et ici bah, j'ai bien la possibilité de capturer, alors je vais vous enlever à nouveau ici le cache, et puis vous voyez qu'on peut ici déclencher la prise de vue si on veut. Le boîtier déclenche, hein, vous l'entendez. On peut aussi évidemment configurer tout ça. Donc on peut non seulement avoir les vidéos, on peut déclencher le zoom si le zoom évidemment est un zoom optique motorisé. S'il n'est pas motorisé on ne peut pas. Changer la balance, changer l'ISO, etc. Donc si vous êtes en studio par exemple ça peut être très pratique, ou si vous voulez un retour visuel, parce que vous enregistrez une vidéo et vous voulez voir votre retour pour pouvoir gérer tout ça, c'est ultra pratique d'avoir ce type de fonctionnalité. Alors évidemment beaucoup de boîtiers maintenant de nos jours le font, mais c'était pour vous montrer que c'était aussi le cas de ce boîtier là, vous pouvez sans problème l'accoupler à un smartphone Android ou Apple. Une des possibilités qui s'offrait à moi pour remplacer mon boîtier, c'était de partir par exemple sur des caméras Blackmagic, donc des caméras dédiées, film, dédiées pour enregistrer. Ça aurait été une solution possible, que ce soit la Blackmagic, la Pocket Cinema 4K ou la version 6K. Ça reste dans des budgets qui sont similaires à ce boîtier-là, donc pourquoi pas, ce sont des alternatives possibles. Par contre, bah, évidemment, il y a des gammes d'objectifs qui sont spécifiques, en tout cas, qu'il fallait que je renouvelle pour cette caméra-là, alors que là, ici, même si c'est pas idéal, je peux réutiliser ce que j'ai déjà. Il y a une gamme d'accessoires aussi qui va être forcément dédiée, alors que là, bah, je peux réutiliser mon matériel que j'ai déjà. Donc, d'une certaine partie, je fais des économies aussi en réutilisant un petit peu ce que j'ai. Et puis surtout, en faisant le choix d'une caméra vidéo, bah je pars directement dans le monde de la vidéo. Or moi, c'est pas du tout mon objectif, quelque part. Je fais ces vidéos-là pour le loisir, et je veux absolument avoir du matériel que je peux utiliser autrement que pour ces vidéos. Si un jour j'arrête, si un jour j'ai pas le temps, je veux que ce boîtier-là, par exemple, il me serve à quelque chose. Pas que ce soit une caméra vidéo qui ne me serve qu'à filmer des petites vidéos comme ça, et puis derrière je ne puisse rien en faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas retenu la caméra vidéo, qui était pas appropriée pour ce type d'usage, en tout cas qui était trop ciblé vidéo presque semi-pro, avec l'obligation derrière d'avoir des logiciels de montage beaucoup plus professionnalisés que ce que j'ai actuellement, donc de passer beaucoup plus de temps au final à monter mes vidéos et à travailler dessus, alors que moi mon objectif c'est de me simplifier la vie, c'est de me réduire le temps que je passe sur tout ça, donc d'avoir du matériel plus fiable, plus rapide à utiliser, et plus efficace. Donc j'ai retiré ça de ma liste d'options possibles, même si ça reste quelque chose que j'envisage toujours. Et l'autre solution, c'est aussi éventuellement de faire le choix que fait pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, c'est de partir sur du Panasonic. J'ai eu par le passé des caméras Panasonic, donc ce sont des bons produits, y a pas de souci. À nouveau, hein, c'est une gamme d'objectifs particuliers, donc du coup ça veut dire de réinvestir sur cette gamme d'objectifs là, qui sont moins chers, parce qu'ils sont plus compacts et moins chers à produire, donc moins chers à acheter. Mais c'est des capteurs plus petits, donc c'est vraiment différent. Il y a bien une stabilisation, il y a du Vlog, il y a de la 4K et tout ça, donc c'est très bien. Par contre, bah c'est des caméras qui sont moins intéressantes en termes de photos, et je vous l'ai dit, moi l'objectif c'est aussi d'avoir un boîtier que je puisse utiliser pour mon usage personnel, et l'Alpha 7C, bah, c'était l'idéal pour mon usage personnel. Voilà, en tout cas, donc je vous donne deux pistes, par exemple, que j'ai explorées, j'en ai exploré d'autres.
L'idée c'est pas de vous faire une liste exhaustive de tout ce que j'ai exploré, c'est plus de vous dire, parmi les grandes options qui s'offraient à moi, j'ai fait le choix de prendre un boîtier, de rester en tout cas chez Sony, et de prendre un boîtier Alpha 7C. Je voulais, dans mes critères d'achat, qu'est-ce qui était important? Je voulais absolument que le boîtier supporte de la 4K, alors j'aurais aimé que le boîtier supporte de la 4K 60 images secondes. Ici c'est pas le cas, il supporte de la 4K 25 images secondes ou 30 images secondes suivant si on est PAL ou NTSC. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est la petite limitation, ce que j'ai dû accepter quelque part comme limitation. Je voulais un boîtier compact. Alors, j'aurais aimé qu'il soit aussi compact que mon précédent boîtier, mais bon, c'est pas possible. Vous voyez que, forcément, par la taille du capteur, par les fonctionnalités qui sont intégrées, vous avez un viseur optique, vous avez la grille flash, sur le côté, vous avez les connectiques. Forcément, par rapport à un boîtier très compact comme ce que j'ai pu avoir, c'est forcément moins compact, mais ça reste quand même dans la gamme des pleins formats quelque chose du plus compact possible. Et donc ça reste très facile à emmener, même si ça, vous pouvez le mettre dans une poche, alors que ça devient plus compliqué, il faut avoir un sac tout le temps avec soi. Donc c'est plus contraignant. Ce que je voulais aussi, c'était un appareil qui soit capable de faire vraiment de la vidéo, donc pas un appareil photo qui a des capacités de vidéo, mais vraiment pouvoir faire de la vidéo. Ce modèle-là en particulier, il n'a pas de limitation, ni en termes de longueur, enfin de durée d'enregistrement, donc il n'a pas les limitations logicielles aux 30 minutes, puisque les licences ont été payées pour pouvoir le commercialiser comme une caméra vidéo, donc je peux filmer en continu, et en plus il n'a pas non plus de problème de surchauffe, donc je peux filmer pendant 1 heure en continu en 4K, il n'y aura pas de problème de surchauffe, il va pas s'arrêter tout seul. Donc c'est ça aussi qui m'a fait retenir ce produit-là en particulier, parce que comme ça, moi je peux lancer une session d'enregistrement, et j'ai pas besoin de me demander si la caméra va s'arrêter comme ça subitement, comme c'était le cas avec celle-ci, au bout en fonction de la météo, en fonction de ce que je faisais, au bout de 25 minutes à 35 minutes, j'avais une alerte surchauffe, et au bout de 40 minutes, la caméra s'arrête et il faut attendre que ça refroidisse. Donc quand vous tournez une vidéo, ça peut être hyper contraignant. Si c'est juste comme ça une petite séquence de 5 minutes, évidemment ça n'a aucun impact, mais si comme moi vous vous lancez dans une séquence d'1 heure, même si je coupe, etc., mais vous faites un enregistrement d'1 heure en continu, forcément avec ce type de produit vous êtes tout le temps embêté, alors qu'avec ce type de produit, j'espère que j'aurai plus de soucis. Ce que je cherchais aussi, c'est évidemment la stabilisation. Il y a le Steady Shot dedans de chez Sony. Alors vous pouvez avoir aussi des objectifs stabilisés, mais le capteur est stabilisé dans les trois sens en fait, donc horizontal, vertical et puis en profondeur. Alors le boîtier est un petit peu plus compact, donc la stabilisation est un peu moins importante, mais en tout cas, ça permet toujours d'avoir de la stabilisation correcte. Et puis évidemment ensuite j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer, donc la grille flash pour y mettre des accessoires, que ce soit microphone ou vraiment un flash si je fais de la photo, les entrées et les sorties, donc pour charger, j'ai par exemple de l'USB-C, et ça c'est top, parce que comme ça je peux charger n'importe où, n'importe comment, j'ai pas de connecteur propriétaire, même si, à nouveau dans les frais, je vais devoir m'acheter un chargeur spécifique au format de batterie, donc ici le nouveau format Sony, puisque la charge sinon elle dure 280 minutes, donc vous comptez 2-3 heures à peu près de charge, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé avec la batterie vide, 2-3 heures de charge avant que l'appareil photo soit à nouveau utilisable, 3 heures à 4 heures si vous voulez être sûr que la batterie soit complètement chargée. Donc c'est hyper long et donc il me faudra un chargeur dédié et de batterie pour être sûr de ne pas avoir de soucis de recharge et pouvoir être tout le temps opérationnel. Voilà, pour information, pour vous donner une idée de combien coûte tout ça, ce boîtier je l'ai acheté 1650€, boîtier nu, sur Amazon directement, donc c'était plutôt un prix bas Amazon. Maintenant c'est possible aussi, si vous êtes frontalier suisse ou autre, de trouver ce type de boîtier à moins cher. Faites attention juste au marché gris, des fois on trouve des super prix, mais c'est du marché gris, donc vous n'avez pas la garantie européenne, donc en cas de pépin c'est vraiment embêtant. Voilà, mais ça reste une très grosse dépense, je vais dire un investissement, mais on peut pas vraiment dire que ce soit un investissement, l'électronique, c'est une très grosse dépense, donc voilà, le temps de rentabiliser tout ça, il va me falloir un petit peu de temps, mais en tout cas, déjà, je sens que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de tourner et de shooter avec. Voilà, c'est une caméra qui est beaucoup plus actuelle, qui a beaucoup plus de réglages, et puis aussi moi qui me limite beaucoup moins, puisque j'ai tout ce dont j'ai besoin, que ce soit l'écran orientable, alors même si malheureusement il n'est pas orientable du côté que j'aurais aimé, mais il y a un écran orientable, donc c'est déjà pas mal, dans tous les sens, et puis en plus, cet écran est refermable, donc vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez le replaquer contre la caméra, donc il est protégé quand vous vous déplacez, donc ça c'est super. Le viseur optique, j'en ai pas besoin des masses, mais en extérieur ultra lumineux, ça peut être pratique. Et le reste, j'y gagne pas forcément, quand on compare par rapport à mon X5R, j'ai quasiment les mêmes boutons, les mêmes réglages, j'ai 2-3 boutons en plus, mais honnêtement, j'en avais pas besoin. Pour les photos que je fais, je suis toujours en priorité ouverture,
je reste quasiment exclusivement dans ce mode-là. Je vais sinon rarement en manuel quand j'en ai besoin, mais sinon priorité ouverture. J'ai pas forcément besoin de cette bague-là. Ici, ça c'est ma bague de changement d'ouverture, donc très bien. J'ai ici ma bague, enfin ma commande de changement d'ISO qui est sous le pouce, donc c'est très bien. Mon autofocus si j'ai besoin, et puis mon bouton de fonction, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc ici, vous voyez, vous avez l'entraînement. Si j'ai besoin, je change de mode de prise de vue, donc je peux passer en rafale, en retardé ou en bracketing, donc si je veux faire de l'HDR. Donc j'ai tout ce qu'il faut là en termes de réglage, et puis ensuite ici, voilà, je peux régler rapidement le mode de mise au point, les balances de blanc, les zones de mesure, si je sors en RAW, ce que je fais tout le temps, ou si éventuellement j'ai besoin de RAW plus JPEG pour gagner un petit peu de temps, activer ou désactiver la stabilisation. Ça peut être intéressant quand on filme avec une gimbal de désactiver la stabilisation pour éviter d'avoir des effets de surcompensation. Voilà, et puis éventuellement quand on a un flash, activer, désactiver le flash. Donc j'ai tout à portée de main, c'est pas la meilleure ergonomie qu'on peut trouver sur le marché, je pense, je reste convaincu de ça, surtout quand on rentre dans les menus Sony, mais moi en même temps j'ai l'habitude, ça fait des années que j'ai des appareils Sony, donc je suis habitué aux menus Sony, je sais à peu près où trouver toutes mes fonctionnalités, donc je peux pas en dire du mal, puisque de toute façon j'ai l'habitude de Sony. Évidemment, c'est un écran tactile, mais on peut toujours regretter que ici on puisse pas de manière tactile interagir avec les menus. Donc ça on perd du temps, puisqu'on voit ici à l'écran ce qu'on voudrait régler, mais on est obligé d'aller avec les molettes pour régler. Ça c'est hyper dommage. Voilà, mais sinon c'est un appareil qui est hyper pratique à prendre en main. Et puis surtout, alors ça reste un gros budget, donc je le conseillerais pas nécessairement à un débutant, mais si vous débutez, vous le passez directement ici en automatique, et vous avez des modes automatiques qui sont extrêmement faciles à prendre en main, et surtout vous avez, comme n'importe quel appareil photo moderne, vous avez une manière progressive d'apprendre la photographie, et de faire des vidéos évidemment, mais surtout d'apprendre la photographie. Donc vous pouvez ensuite le passer en mode programme, donc le P, et le programme va vous offrir des scènes préprogrammées en fonction de ce que vous voulez photographier, donc ça vous aidera. Puis ensuite vous passez en priorité ouverture, là vous êtes déjà dans le monde, on va dire, de la photo un petit peu créative. Le mode S ou sport, priorité exposition, donc plutôt ici pour des scènes un petit peu mouvementées on va dire. Le manuel où vous réglez à peu près tout. Vous pouvez même passer sur une mise au point manuelle si nécessaire dans tous les modes, et puis ensuite vous avez des modes vidéo et des petits modes comme ça réglables. Moi je suis toujours en mode, donc comme je l'ai dit, priorité ouverture, et ça me va très bien, et ça me fait 95%, peut-être même plus, 98% de mes photos, et quand j'ai besoin je passe en manuel, ou je bloque mes réglages. Voilà, donc en gros ça va pas me révolutionner la vie, ce boîtier-là. Par contre, là où ça va me changer vraiment, c'est pas dans la photo, c'est dans la vidéo, où là c'est un boîtier qui est extrêmement intéressant en termes de vidéo, et si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'il est capable de faire en termes de vidéo, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne, vous verrez un tas de vidéos à partir de maintenant qui seront tournées à partir de ce boîtier-là, et puis vous pourrez me dire, comme vous avez pas manqué de me dire quand il y a des séquences qui sont floues, ou qui sont trop granuleuses avec mon ancien boîtier, j'espère que vous me direz aussi si mes nouvelles vidéos sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus précises, et puis surtout elles sont où la mise au point est vraiment correcte. Puisque de toute façon, je vous l'ai dit, je me base intégralement sur les capacités d'autofocus de ce boîtier-là. Je ne peux pas faire de la mise au point manuelle sur beaucoup de plans. Si je fais de la mise au point manuelle, je vais souvent être hors champ, hors zone de netteté, et donc je suis obligé de faire confiance à mon boîtier. C'est pour ça que j'ai besoin d'un boîtier très précis en termes de mise au point. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué pourquoi j'ai retenu ce boîtier-là, ce que j'attends de ce boîtier-là, les frais que je vais avoir aussi bientôt. Nouveau boîtier, ça veut dire nouvelle batterie, donc besoin d'un chargeur pour la batterie, besoin d'une deuxième batterie, besoin d'une gamme d'objectifs. Et des objectifs, ça coûte minimum 500 € pour un objectif standard, on est entre 500 et 1000 € pour de l'objectif plein format Sony. En gros, par rapport aux besoins que j'ai. Donc ça va être beaucoup de frais, mais j'espère que je vais aussi en tirer beaucoup d'avantages, beaucoup de plaisir, que ce soit pour prendre des photos ou pour prendre des vidéos. Et puis aussi, j'espère que ça vous permettra d'avoir des vidéos beaucoup plus nettes et beaucoup plus détaillées, et avec moins de problèmes de mise au point. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.